Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose de patienter encore, peut-être attendre que tous les participants se connectent. Il est 11 heures, on est le 4 mars 2025. Aujourd'hui, on va parler du secteur des matériaux avancés avec Prima, avec Ivado. On va attendre encore un petit peu. Ok, bon, écoutez, on va démarrer comme ça et puis ça fera venir les autres. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous rencontrer donc pour ce webinaire aujourd'hui qui va être orienté dans le domaine des matériaux avancés avec Prima. Donc mon nom c'est Léo Tardy. Je suis conseiller affaires et partenariat au CRIM. Et aujourd'hui, donc, on va parler donc matériaux avancés, donc concrétiser, financer et réussissez votre projet. Un webinaire animé par le CRIM, co-animé par Prima et Ivado. Donc aujourd'hui, on va passer un petit peu moins d'une heure ensemble. On va aborder différents sujets sur comment l'IA peut apporter de la valeur pour votre entreprise. On va avoir des conseils pratiques et une étude de cas, notamment dans le domaine des matériaux avancés. On va découvrir des parcours qui vont permettre d'augmenter, d'améliorer des avenues de financement pour un projet en intelligence artificielle. On va découvrir effectivement à travers l'expertise de Prima les montages financiers de projets qui sont possibles en IA pour maximiser l'impact de votre projet. Et on aura la chance d'avoir les critères et le mécanisme d'évolution des projets, donc qui seront soumis au 15 avril avec Ivado. Vous aurez la possibilité de discuter, de poser des questions dans le chat juste ici. Vous pourrez écrire. Et pour la suite, effectivement, on va démarrer. Peut-être on peut faire un petit tour de table avec vous, messieurs. Si tu veux commencer, peut-être Fabien. Oui, bonjour, Fabien Perrino. Je fais partie du VADO. Je travaille dans l'équipe de transfert technologique et d'innovation. Donc, on est là pour supporter les entreprises dans le montage de projets d'innovation en intelligence artificielle. Merci beaucoup. Et Michel? Oui, bonjour, ici Michel Lefebvre. Je suis directeur des programmes et des collaborations internationales à Prima Québec, un RSRI qui soutient le secteur des matériaux avancés. Merci beaucoup. Donc du coup pour le sommaire, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer donc par une présentation de nos organisations avant d'aller voir les programmes de financement qui existent. On aura ensuite effectivement les 7 points du succès pour le projet pour la réussite d'un projet partenariat. On va voir un cas d'usage et on va découvrir ensemble quelles sont les prochaines étapes pour passer de l'idée à l'action. Donc, pour démarrer, je voulais vous remettre en lumière un petit peu quelles étaient les différentes organisations. Il y a beaucoup d'acronymes, le CRIM, Ivado, Numeria, Prima. Donc, l'idée, c'était de voir un petit peu qui était qui sur un plan. Donc, le CRIM, on va être là au démarrage. Donc, on va organiser le webinaire en intelligence artificielle et on va être capable d'accompagner votre entreprise à travers 2 programmes pour démarrer, Numeria et Activation IA. La suite se passe avec les RSRI et Ivado. Donc, les RSRI vont être là pour vous accompagner dans votre compréhension et dans le montage de vos demandes de subventions gouvernementales, donc pour soutenir des projets en intelligence artificielle. Et Ivado va être là aussi pour fédérer, accompagner le réseau des RSRI dans le cadre de l'appel à projet partenariat. Le MEIE va intervenir ensuite pour l'évaluation finale du dossier pour le financement du projet. Et vous nous retrouverez à la fin, après cette évaluation, le CRIM, dans le cadre de la réalisation des projets en intelligence artificielle. Le CRIM, si je peux vous décrire un petit peu notre activité en quelques mots, donc on existe depuis plus de 40 ans. On est une OBNL, un centre de recherche public qui va être là pour créer de la valeur socio-économique à partir d'avancées scientifiques et technologiques, donc à travers la recherche, le développement et le transfert de connaissances.
On développe des projets sur mesure qui sont élaborés en fonction des besoins de vos organisations. Et notre savoir-faire, ça permet de réduire notamment les incertitudes qui sont liées à l'innovation et qui vont accélérer donc la mise en marché de votre produit, de votre solution. On est soutenu en partie par le MEIE, qui est notre principal partenaire financier. Et notre objectif, notre mandat qui nous est délivré, c'est de vous aider à améliorer la productivité, la compétitivité de vos organisations en vous apportant des résultats tangibles et mesurables, c'est-à-dire en vous livrant des solutions pré-industrialisables avec une R&D à haute valeur ajoutée qui vous permettra de vous démarquer dans un contexte effectivement de productivité et de compétitivité. On a 3 pôles d'excellence au CRIM, donc c'est 70 personnes le CRIM qui travaillent, 50 personnes à la R&D, et dans ces 50 personnes, donc 3 pôles d'excellence, la science des données, l'intelligence artificielle qui va se partager entre la chaire de parole, donc détection de voix, amélioration d'enjeux associés à la voix, à la parole, le texte, donc avec la chaire talent, traitement automatique des langages naturels, et la vision, l'image, donc traitement de l'image, traitement de la vision, développement de modèles associés à de la vision, qui peuvent être donc dans un cadre manufacturier, dans le cadre des matériaux avancés. Et une chaire qui va être plus transversale, qui va être l'innovation, le développement logiciel, qui va être là donc pour structurer l'approche technique et s'assurer d'avoir une infrastructure fonctionnelle par rapport au projet que vous pourrez nous confier. En termes de services, on a aujourd'hui 3 grands types d'accompagnement. Un premier accompagnement donc qui est du service conseil. Ici, on va être là pour apporter donc des réponses techniques en livrant de la connaissance appliquée à vos besoins métiers. Il va y avoir un deuxième axe qui va être le développement expérimental et qui va être ici pour tester, livrer des solutions donc pré-industrialisables. Donc on parle de pré-industrialisable pour un TRL qui va de 2 à 7, c'est-à-dire qu'on va donc être capable d'intervenir avec des données clients dans un contexte entreprise, sur des infrastructures on-premise ou on-cloud. On va pas être capable d'industrialiser une solution puisque notre objectif, notre but en tant que centre de recherche, c'est de vraiment vous aider sur la phase de R&D, sur la phase de pré-industrialisation. On va intervenir sur un dernier axe qui est la recherche appliquée. La recherche appliquée, l'objectif, donc, ça va être de prendre part à des projets de plus grande échelle avec des organismes fédéraux, provinciaux, pour développer des partenariats et qui peuvent résulter en des publications scientifiques. Je vais laisser la parole à mon collègue Michel pour la présentation de Prima. Merci bien. Donc, Prima Québec, le rôle qui est d'animer et soutenir l'écosystème des matériaux avancés en privilégiant l'innovation collaborative entre le milieu académique et le milieu industriel pour le développement économique du Québec. Donc, on est l'interface privilégiée entre le milieu industriel et le milieu académique. Vous avez sûrement déjà eu des présentations d'autres séries. Ici, Prima Québec, du fait qu'on couvre les matériaux avancés, on est excessivement transversal dans les secteurs qu'on va couvrir. Donc, je peux couvrir des secteurs comme les bâtiments avec l'isolation dans les murs, le secteur des composites pour allègement véhiculaire, des systèmes de capture de CO2, des productions d'énergie renouvelable, du béton vert, la santé connectée, du textile intelligent, des lunettes à imprimer en 3D, etc. Donc, on va couvrir absolument tous les secteurs d'activité qu'il y a au Québec, puisque tous peuvent requérir des matériaux avancés. Donc, ça peut être des matériaux qui contiennent des polymères, du bois, du béton, des métaux, des nanomatériaux. Ça peut être tous les procédés de mise en forme des matériaux comme des procédés de recyclage, des procédés d'impression 3D, des procédés de mise en forme, etc. Et puis, c'est tout ce qui concerne aussi l'intégration des matériaux avancés, comme l'intégration des matériaux avancés à l'intérieur de capteurs, ou bien tout ce qui est système de caractérisation des matériaux avancés. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, le rôle de Prima Québec, on est mandaté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour financer des projets d'innovation collaborative entre le milieu académique et le milieu industriel. Donc, on finance des projets. Généralement, notre financement s'en va vers le milieu académique, que ce soit des universités, des CCCTT ou des centres de recherche publics comme
comme le crime, et on peut aiguiller vers d'autres sources de financement si jamais notre financement ne convient pas. Dans le cadre de cet appel-ci, en fin de compte, c'est de l'argent qui provient d'Investissement Québec qu'on va utiliser pour financer le projet dans les entreprises. Donc, l'entreprise va avoir une convention de subvention avec nous et nous, on a une convention de subvention avec Investissement Québec. Bien sûr, notre rôle aussi, bien sûr, un rôle d'accompagnement. Donc, on connaît très bien le secteur des matériaux avancés, on connaît les experts qui sont dans le côté académique, on connaît les experts qui sont dans le côté industriel aussi, et on peut donc faciliter les partenariats entre le milieu industriel et le milieu académique. Aussi, on connaît très bien les infrastructures qu'il y a à l'intérieur de toutes les universités, les collèges, les centres de recherche publique. Donc, quand une entreprise recherche un instrument particulier ou dit simplement, moi, j'ai un petit problème et j'aimerais avoir un instrument pour pouvoir caractériser les choses, on va pouvoir la rediriger vers la bonne expertise qui existe. Et bien sûr aussi, c'est une offre de rayonnement de la promotion de l'offre académique et industrielle qu'on a ici et à l'extérieur du Québec, et liaison avec des partenariats étrangers. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, Prima Québec, depuis 2015, c'est plus de 181 projets qui ont permis de soulever 65,7 millions d'argent de partenaires industriels, qui a soulevé en fait 44,7 millions d'argent public venant d'autres organisations comme le CRSNG, MITAX, et 47,5 millions qui provient de Prima Québec. Donc, c'est une valeur totale de 157 millions en projet. C'est plus de 30 institutions académiques, CCTD, centres de recherche publique, universités. C'est plus de 270 partenaires industriels. Bien sûr, ces projets ont généré de la propriété intellectuelle, que ce soit des brevets, de secrets industriels, d'amélioration de connaissances. Ça a bien sûr généré des publications scientifiques, mais aussi un aspect vraiment important de ces projets collaboratifs, c'est que ça forme du personnel hautement qualifié, plus de 789 personnes hautement qualifiées qui ont été formées, que ce soit des maîtrises, des post-docs, des doctorants, des étudiants au bac, des étudiants au DEC. Donc, tous ces gens-là qui, en fin de compte, apprennent à travailler avec les industriels. Et puis après, souvent, ce qui peut se passer, c'est que l'étudiant est engagé par l'industriel ayant participé au projet, puisqu'il a quelqu'un qui a été formé spécifiquement sur le projet. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, les programmes de financement, donc on a divers programmes de financement. Donc, on a des programmes dans lesquels la subvention peut s'en aller directement vers l'entreprise comme partenariat. Donc, pour cet appel-ci, soumettre ça avant le 15 avril. Bien sûr, il nous faut contacter nous et Ivado bien avant ça pour pouvoir, en fin de compte, monter le projet de façon adéquate et s'assurer qu'ils puissent passer les évaluations. Donc, c'est des projets de 2 ans dans lequel on peut financer, nous, 35% de la valeur du projet. Dans le cadre de ce même appel, et c'est spécifique seulement à nous et Prompt, on peut financer aussi des appels qui impliquent les technologies quantiques. Donc, les mêmes règles s'appliquent, simplement là, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais que ça peut parfois être combiné, les deux peuvent se combiner, quoi. Mais tout ce qui concerne les technologies quantiques, les mêmes règles s'appliquent et on peut aussi donc financer des projets dans ce cas-ci. Et puis, il y a un appel qui est en cours. Si votre projet permet la réduction des gaz à effet de serre, on peut avoir de l'argent dans tout ce qui est Innovare PME. Et on vient de lancer aussi, ce sont des projets qui sont gérés en collaboration avec notre RSRI, le CRIBIC, des études de faisabilité en économie circulaire. Ce sont tous des projets qui vont la subvention vers l'entreprise. Et puis, bien sûr, on a bien sûr aussi, comme tous les autres RSRI, nos appels réguliers, donc des projets de 36 mois en collaboration avec l'académique dans lequel les entreprises vont mettre entre 20 et 40% de la valeur du projet, dépendamment de leur taille. Et puis, nous avons aussi des appels à projets internationaux qui vont être lancés au printemps avec la Corée ou avec l'Union européenne dans le cadre de NRD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, pour ces informations sur Prima. Donc, n'hésitez pas à contacter Michel si vous avez des questions complémentaires sur les programmes de financement ou sur la couverture, effectivement, du Prima. Je vais laisser la parole maintenant à mon collègue Fabien qui va pouvoir nous parler des 7 points incontournables pour le succès d'un projet dans le cadre d'un dépôt au partenariat. Merci Léo, merci Michel.
Donc Ivado, on est un consortium en fait intersectoriel et interdisciplinaire en IA qui a pour mission de développer, promouvoir, aussi faciliter l'adoption et l'intégration d'une IA qui soit robuste, raisonnante et responsable, et non dans le cadre de programmes partenariats comme mentionné avant par Michel et par Léo. Ivado a pour mandat aussi d'accompagner, de travailler avec les RSRI, en fait les 9 RSRI pour vous aider en fait dans le montage des projets, le dépôt des projets auprès du ministère. Et donc, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous faire un petit aperçu en fait de 7 critères en fait qu'on a remarqué suite aux derniers appels à dépôt, qui étaient des critères critiques en fait qu'on a remarqué et qui des fois ont souvent mené en fait au rejet de certains dossiers de la part du ministère. On s'était dit que c'était le moment venu de faire une petite analyse et justement de les mettre en avant parce que ce sont des points assez essentiels en fait pour vous assurer que le montage de votre dossier en fait va respecter en fait les requis du programme et sera accepté par le ministère par la suite. Donc les 7 sont affichés aussi sur la diapositive. Donc le premier, c'est ce qui concerne en fait le niveau d'innovation. Donc typiquement, un projet d'innovation partenariat, ça repose sur la levée en fait d'incertitudes dans un projet, qu'elle soit centrée sur un niveau technologique ou au niveau de l'intégration d'IA. Donc elle peut prendre 2 formes. Donc j'ai dit avant, une incertitude technologique, donc qui va être reliée au développement en fait ou aux améliorations d'algorithmes, de modèles, de méthodes utilisant l'intelligence artificielle. Elle peut aussi être sectorielle, c'est-à-dire que là, on est plutôt sur en fait l'application de l'IA en fait à des enjeux reliés à un secteur aussi, qui peuvent aider aussi à lever des freins technologiques dans un secteur. Donc là, ici, l'incertitude n'est pas reliée directement à l'IA. L'objectif pour ça, en fait, étant que le projet au niveau d'innovation permette d'atteindre un nouveau palier, en fait, qui va créer des avantages concurrentiels pour les entreprises qui vont y participer. Donc, on peut voir, en fait, ce niveau d'innovation comme 4 dimensions, en fait. Une dimension de nouveauté, donc en quoi votre projet va-t-il dépasser les solutions existantes. Au niveau de la complexité, quels sont les défis majeurs que votre projet va relever. Une valeur ajoutée tangible, quel impact concret va-t-il générer ce projet, et aussi un progrès par rapport à l'état de l'art actuel. Donc, quelle avancée ce projet va-t-il représenter par rapport à des solutions déjà existantes dans la recherche et l'industrie. Donc, comme je l'ai mentionné avant, on peut prendre ça sous 2 approches différentes. Donc, une approche d'innovation technologique, donc de repousser les frontières de l'IA, ou une innovation sectorielle, donc surmonter les freins à l'adoption. Bien sûr, les deux peuvent être tout à fait être combinés au sein d'un même projet. Et donc, tout ça, en fait, qu'il faut garder en tête pour ce point-là, c'est qu'il faut vraiment pour que le niveau d'innovation soit significatif, que ça contribue en fait à résoudre une incertitude critique en fait qui va générer en fait un saut technologique significatif et tangible en fait pour les entreprises promotrices. Le deuxième critère en fait est le niveau de la contribution R&D. Donc il faut savoir que dans ce cadre aussi, il faut que les activités considérées comme de la R&D représentent au moins 50% en fait des activités et qui vont faire partie du projet. Donc, on considère comme activité en fait R&D, pour vous qui faites déjà l'innovation, en fait, un point de référence assez souvent assez simple que vous connaissez déjà. Ce sont les activités reconnues vont être celles en fait qui font partie en fait des critères R&D au sein des critères en fait des crédits d'impôt RSCDE. Donc, bien sûr, j'ai dit que ça doit représenter minimum 50% des contributions au projet. Bien sûr, un projet, souvent, c'est pas que de R&D, un projet d'innovation. Donc, il peut y avoir d'autres activités comme la veille technologique, la préparation de certification, du développement appliqué, de l'ingénierie courante qui peuvent faire partie des activités, qui complémentent tout à fait les activités R&D. Mais en général, elles ne doivent pas être majoritaires pour que le projet réponde en fait aux critères du projet, aux critères du ministère. Donc, juste à garder en tête que un projet qui ne place pas la R&D au cœur de ses activités a des chances d'être rejeté. L'impact structurant, ça aussi c'était un point critique qu'on avait remarqué. Il faut savoir qu'au niveau de la notation du projet, l'impact structurant d'un projet partenariat va représenter 40% de la note. Donc c'est quand même, un poids, une pondération assez forte dans le projet. Et donc il faut démontrer dans le cadre d'un projet de la demande de financement que l'impact en fait il va être significatif, concret, durable et diversifié. Tant pour les entreprises promotrices, donc celles qui vont déposer la demande et qui vont récupérer une subvention, aussi que pour les milieu-preneurs qui doivent faire partie du projet, et idéalement aussi pour l'écosystème innovant québécois. Donc, typiquement, un projet structurant doit répondre à plusieurs exigences clés, donc des retombées à court terme, donc d'avoir des effets immédiats et mesurables, un impact qui soit progressif et durable, donc qui doit perdurer au-delà du projet,
et aussi une mobilisation des acteurs essentiels. Donc, il faut que les acteurs, en fait, aient tous une implication active au sein du projet. Typiquement, quels peuvent être ces acteurs essentiels à la réalisation de l'adoption du projet? Ce sont bien sûr les entreprises promotrices, sont celles qui vont déposer la demande et qui vont faire une demande de subvention. Les milieu-preneurs, il doit en avoir au moins un minimum dans le montage du projet, et un écosystème de recherche. Donc, ce qu'il faut démontrer en fait dans votre proposition, c'est que l'impact de structurant doit être prouvé. Il faut bien sûr, typiquement, vous pouvez intégrer comme des lettres d'appui ou des engagements financiers ou stratégiques de la part des organisations qui vont vous appuyer. Et aussi, une bonne pratique aussi, c'est de définir en fait des indicateurs précis et quantifiables pour mesurer en fait les retombées du projet sur les organisations qui vont y participer. En compte, j'ai mentionné avant, bien que ce soit pas obligatoire pour pouvoir déposer un projet, la présence en fait de l'écosystème innovant est souvent un plus non négligeable en fait à la réussite du projet et aussi à sa bonne notation par les évaluateurs. Typiquement, l'application d'un centre de recherche comme le CRIM ou des universités, ça se limite pas juste à un ajout pour gagner des points. Là, ça peut vraiment avoir un atout significatif et stratégique pour vous, comme vous donner accès à des données, de l'infrastructure ou des expertises émergentes. Vous aider à faciliter une veille stratégique, par exemple, accélérer l'accès à des connaissances que vous n'avez pas, l'accélération du transfert technologique. Tout ça, ce sont vraiment des points importants qui peuvent vous permettre en fait de gagner des points pour votre projet. Si bien sûr pensez qu'un projet structurant se limite pas seulement à ses promoteurs initiaux, il doit catalyser en fait les transformations dans les milieux preneurs, également dans l'écosystème innovant québécois. Le quatrième point, c'était relatif à la gestion des incertitudes, des risques et des responsabilités. Donc ça, c'était aussi un problème qui était récurrent dans les dernières propositions que nous avons vues passer dans la dernière année. Souvent, en fait, on a remarqué qu'il y a trop de propositions, en fait, qu'il y avait une planification qui était trop optimiste par rapport aux évaluateurs, par rapport aux objectifs en fait du projet, et qui omettait souvent de mettre trop de détails sur tout ce qui était en fait l'anticipation des obstacles technologiques, opérationnels ou stratégiques d'un projet. Donc, dans le montage du projet, en fait, vous avez le droit à 24 mois pour monter votre projet, puis on vous conseille vraiment de bénéficier au maximum de ces 24 mois pour planifier votre projet. Il vaut mieux, comme des fois, mieux planifier de façon un peu plus sécuritaire son projet, puis de finir avant, que des fois une planification trop optimiste et de demander une rallonge, ce qui est souvent des cas assez négatifs. Aussi, c'est que non seulement c'est sûr que les évaluateurs vont vouloir voir la faisabilité technique du projet, ça c'est souvent des choses sur lesquelles les gens vont vraiment passer du temps à le démontrer. Donc non seulement ils veulent voir ça et avoir une planification réaliste, mais aussi il faut démontrer qu'on a des plans de contingence solides lorsqu'il arrivait des choses qui n'étaient pas prévues. Puis ça, on se doute que dans le cas d'un projet d'R&D, ça arrive souvent. Donc ils vont prendre en compte les risques qui sont liés par exemple à la concret lié à l'intégration, l'utilisation de l'IA dans votre projet. Ça, c'est essentiel également. Donc, on peut vous donner des exemples de 3 éléments clés qu'il faut intégrer à votre proposition pour pouvoir convaincre vos évaluateurs. Typiquement, identifier les risques technologiques, opérationnels et stratégiques reliés au projet, prévoir des mesures de contingence pour chacun des risques que vous pouvez anticiper, et aussi démontrer également une adoption qui soit responsable et efficace de l'IA. C'est des points aussi qui vous sont demandés de démontrer en fait dans les propositions. Ça, c'est un enjeu majeur qui n'est pas forcément toujours facile à répondre, mais là aussi pour bien sûr vous accompagner, pour pouvoir répondre à ces questions, vous donner quelques critères en fait qui doivent prendre en compte, comme tout ce qui est les cas en fait d'explicabilité, de transparence des modèles d'IA, l'évaluation des risques liés à un usage détourné ou la sécurité des systèmes critiques. Si on peut y en avoir d'autres, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Donc le point 5, la compréhension de la pertinence commerciale et de la concurrence. Donc c'est sûr qu'un projet partenariat va en tout cas s'intéresser en fait à une avancée technologique, mais ne doit pas se limiter à une avancée technologique. Il doit vraiment démontrer une valeur commerciale claire et un positionnement stratégique pour les entreprises promotrices. Donc typiquement, ce que les évaluateurs vont rechercher comme preuve dans une proposition, ce sont une analyse approfondie du marché, donc quels sont les besoins réels, les opportunités, un avantage concurrentiel qui soit distinctif, donc en quoi votre solution se démarque-t-elle des alternatives déjà existantes, et aussi avoir des données qui soient quantifiées, des veilles stratégiques, même si des fois elles sont un peu sommaires, en tout cas démontrer que vous avez ces informations, ce serait essentiel en fait pour démontrer ça auprès des évaluateurs. Concernant aussi la propriété intellectuelle, souvent on a l'idée qu'en fait la propriété intellectuelle, ça se limite dans beaucoup de cas en fait à la génération de brevets, ce
est une bonne chose, mais dans le cadre de partenariat, en fait, il faut juste penser qu'on peut penser un peu plus large que ça, en fait. Le but, en fait, l'élément clé, c'est pas forcément la forme juridique qui va prendre la propriété intellectuelle, mais plutôt son impact réel sur les entreprises, en fait, qui vont en bénéficier. Donc, typiquement, je vais parler de brevets, ça, c'est des choses que vous connaissez sûrement déjà, mais aussi une autre forme que peut prendre l'API, ça peut très bien être des outils ou des services technologiques, donc création de solutions concrètes qui vont renforcer votre compétitivité, la compétitivité des partenaires du projet, les secrets industriels et le savoir-faire, ça aussi, c'est une possibilité, une forme que peut prendre l'API. Aussi des méthodes et des modèles innovants comme le développement de processus distinctifs qui offrent une différenciation pour les entreprises qui participent au projet. Donc, juste penser en fait qu'une pays qui sera bien gérée, en fait, va maximiser les retombées pour les entreprises promotrices au projet partenariat. Et dernier point et non des moindres, la solidité du partenariat qui va rejoindre un peu, vous verrez, le point numéro 3 structurant. Donc ici, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que un projet partenariat, en fait, peut pas vraiment réussir, en fait, sans un partenariat fort, en fait, entre les entreprises promotrices. Le partenariat, en fait, doit démontrer une complémentarité stratégique et aussi une nécessité mutuelle entre les entreprises, que ce soit une nécessité qui soit technologique, financière ou qui est liée à des réseaux d'expertise. Et il faut démontrer un impact tangible, une collaboration qui soit alignée sur les objectifs du projet. Un point important que j'ai mentionné dans le point 3, c'est que la présence d'un milieu preneur, c'est un critère essentiel et indispensable, en fait, pour la bonne évaluation des projets. Donc, il doit garantir, en fait, des retombées concrètes, un impact structurant, ce qui rejoint le point 3. Et donc, en fait, une entreprise doit être capable, en fait, d'intégrer, d'appliquer les résultats, en fait, du projet dans ses activités et devenir aussi, du même coup, une entreprise ambassadrice de la solution qui va être générée. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut éviter vraiment les relations qui soient seulement des relations clients-fournisseurs. Ça ne veut pas dire que c'est proscrit, mais c'est juste qu'il faut que le partenariat, la relation entre les entreprises dans ce projet, elle dépasse en fait la relation qui soit client-fournisseur. Donc, typiquement, quatre critères qu'on peut prendre en compte en fait pour la solidité en fait du partenariat du partenariat dans ce genre de projet, c'est donc une complémentarité stratégique entre les entreprises. Il faut démontrer que le partenariat est nécessaire. Il faut démontrer l'impact de la synergie et aussi surtout apporter des preuves concrètes dans la proposition via typiquement comme des lettres d'intention ou de collaboration de la part des milieux preneurs avec qui vous allez collaborer. Et bien sûr, le milieu preneur peut très bien aussi être une entreprise qui soit promotrice. Si c'est pas le cas, il faut en trouver un autre justement qui pourra collaborer avec vous et vous apporter l'expertise nécessaire. Voilà, ça fera le tour pour moi. Là. Je vais laisser la parole à Léo et Michel, puis je serai bien sûr très content de répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup Fabien, c'est des bonnes clés pour le dépôt d'un projet partenariat. Moi je retiens surtout effectivement un partenariat solide, une propriété intellectuelle qui doit être générée, de l'impact, de la contribution R&D et surtout un projet prenant par rapport à une pertinence commerciale vis-à-vis de la concurrence. Merci beaucoup pour ça et pour toutes ces explications. On va aller maintenant vers le 15 avril pour vous donner une feuille de route sur quelles sont les prochaines étapes en vue du dépôt qui est dans un peu plus d'un mois maintenant, donc pour le 15 avril. Donc félicitations, vous êtes là aujourd'hui au webinaire pour assister à cette feuille de route. À la fin de ce webinaire, vous aurez la possibilité de compléter un formulaire via un QR code qui nous sera transmis et qui vous permettra effectivement d'aller chercher de vous recontacter. Pendant cette période, on aura la possibilité d'aller vers deux types de programmes. Un premier programme qui est Activation IA. C'est un programme effectivement qui va être là pour vous permettre de passer de l'idée au projet dans votre PME. J'y reviendrai en fin de présentation. Ou un Numeria 1 qui va être un programme qui permettra de structurer le cas d'usage dans le cadre d'un dépôt au partenariat, d'explorer d'autres cas d'usage et surtout de prioriser les différents cas d'usage par rapport à votre urgence, par rapport à votre métier et par rapport à la possibilité d'un dépôt en vue des critères que Fabien a évoqués auparavant. À la suite de ça, on va mettre en place des rendez-vous de maillage de partenaires, des rendez-vous d'alliances intelligentes qui permettront de rencontrer d'autres entreprises qui souhaitent faire un dépôt au 15 avril, dans votre secteur ou non,
et avec qui il pourrait y avoir une affinité dans le cadre d'un dépôt, une affinité business, j'entends, pour réussir ce dépôt. On mettra aussi à disposition un partenaire juridique qui sera là pour établir une convention de partage de la propriété intellectuelle. Cette convention de partage de propriété intellectuelle, elle peut prendre différentes formes. Fabien en a un petit peu parlé auparavant. Ça peut être évidemment de la propriété intellectuelle classique, ça peut être des brevets, ça peut être des contrats de licence, ça peut être plein de choses et finalement répondre à toutes les questions juridiques qu'on peut se poser dans le cadre d'un partenariat entre deux entreprises qui ne collaborent pas habituellement ensemble. Ils peuvent collaborer ensemble, mais ça peut être aussi l'occasion de discuter et de discuter juridiquement sur des enjeux qui ne sont pas habituels. C'est l'intérêt aussi de ce partenariat. Le dernier axe va être un Numeria 3, ça va être un axe qui va être complémentaire au Numeria 1. Numeria 3, l'idée, c'est de dérisquer vos données. Donc, on va faire une analyse préalable de vos données, donc une analyse qualitative, une analyse quantitative, et on va s'assurer que vous disposez de données nécessaires pour améliorer ce projet et pour pouvoir le démarrer dans les meilleures conditions possibles. À la fin de ce mandat, on sera en mesure de rédiger une offre de service R&D, une offre de service R&D donc qui comprendra, qui est complète, hein, qui comprendra tous les jalons, les livrables, la définition du projet, la structuration de ce projet et évidemment un budget associé à ce développement. C'est un document qui est évidemment éligible au dépôt auprès d'un RSRI, qui peut aussi servir de base pour d'autres futurs projets et d'autres demandes de financement. Et enfin, le dépôt auprès d'un RSRI le 15 avril avec une lettre d'intérêt de la part du RSRI, donc de Prima en l'occurrence aujourd'hui, qui vous permettra d'accéder à un dépôt dans les meilleures conditions en vue de ce dépôt. Le 15 avril, c'est une date. Il y aura aussi un prochain dépôt qui aura lieu en octobre 2025 sur les mêmes conditions. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour ce 15 avril, on pourra rediscuter d'un dépôt au 15 octobre. Le but étant effectivement de faire tout ce parcours pour être prêt au 15 avril et dans les meilleures conditions possibles. On va pouvoir discuter effectivement d'un cas d'usage qui a été initié donc par Prima et qui permet effectivement de gagner en compétitivité grâce à l'intelligence artificielle et en améliorant les propriétés de matériaux. Donc ça, je vous présente par exemple un cas plutôt générique, puisque l'IA peut servir à beaucoup de choses dans les matériaux avancés, mais les problèmes, les caractéristiques, on va dire, dans les matériaux avancés, c'est que développer, intégrer les procédés, améliorer des procédés des matériaux avancés demande parfois beaucoup d'expérience, qui sont souvent énormément coûteuses, et on doit relier souvent des propriétés physiques, chimiques, à des procédés de fabrication ou simplement des types d'alliages ou des éléments qu'on ajoute dans les matériaux avancés. Donc, c'est un ensemble d'expériences qu'on doit réaliser, qui sont souvent onéreuses en temps ou en argent. Donc, avec l'intelligence artificielle, on peut tout simplement accélérer ces expériences en faisant juste les expériences qu'on a besoin pour pouvoir diriger vraiment les expériences vers les meilleures. Donc, on diminue le nombre d'expériences. Donc, on diminue le temps pour développer des nouveaux matériaux, améliorer des procédés. Donc, on a une diminution du coût R&D et donc, au final, on a une diminution du coût du produit. Ça permet aussi, dans certains cas, de trouver des nouvelles propriétés. Donc, parfois, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez développer des nouveaux alliages métalliques auxquels, en fin de compte, on ne pense pas naturellement à obtenir. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on peut développer de nouveaux matériaux. Il y a aussi, dans le développement des matériaux avancés, il y a de l'imagerie, il y a de la spectroscopie, avec beaucoup de spectres, il y a beaucoup de données parfois qui sont obtenues. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir traiter et analyser ces données beaucoup plus rapidement. Donc, de toute façon, on va pouvoir bien sûr obtenir des matériaux avancés plus compétitifs parce que soit moins cher ou soit avec des meilleures propriétés par rapport à la concurrence. Donc, ça, c'est une façon de voir l'intelligence artificielle, mais on peut aussi, on l'a déjà eu,
des projets dans lesquels l'entreprise va développer tout simplement des puces électroniques pour pouvoir avoir de l'intelligence artificielle qui tourne à l'intérieur de la puce, tout simplement. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Merci. Merci pour cette présentation qui peut vous donner des idées sur le type de projets qui sont éligibles pour le partenariat et qui sont éligibles dans le cadre d'un projet R&D avec Prima. Je vais vous parler maintenant, on arrive effectivement vers la fin de ce webinaire, de deux programmes qu'on met en place effectivement au CRIM. On en a parlé auparavant dans la première slide et on va en discuter un peu plus longuement ici. Donc, premier programme ici qui est Activation IA. Activation IA, c'est quoi? C'est un programme qui permet de faire passer votre PME à l'intelligence artificielle. L'objectif, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent l'intelligence artificielle, elle est considérée au niveau technique, mais l'objectif, c'est d'aller convaincre un board de direction, d'aller convaincre des investisseurs, c'est d'aller convaincre différentes personnes qui vont pouvoir financer ce projet. Ici, on a développé un programme au CRIM avec trois autres partenaires, Technologia, Assai et Technocompétences, qui sont nos partenaires effectivement sur ce programme. Et on va mettre en place effectivement une stratégie en intelligence artificielle pour intégrer de la compétitivité dans votre entreprise. C'est un parcours qui est pour deux personnes. Donc, une personne technique et un gestionnaire, et on alterne entre du travail individuel, des travaux de groupe, des travaux dirigés, des ex-pratiques et du mentorat. À la fin de ces 12 semaines, vous allez pouvoir présenter un cas d'usage structuré en intelligence artificielle à un jury de financeurs de projet. C'est une bonne manière d'apprendre à pitcher un projet et de pouvoir après le répéter en interne ou à des investisseurs. La prochaine cohorte sera le 31 mars. Il reste des places, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour vous inscrire. On pourra en rediscuter pour votre éligibilité. En termes de prix, donc c'est un programme qui coûte 3 150 $ pour les 70 heures de travail sur 12 semaines. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ce programme. Et l'autre programme dont on a parlé, qui sera plus spécifique pour un dépôt de projet dans le cadre d'un partenariat, c'est Numeria. Numeria, parcours aussi développé et financé par le CRIM. C'est un programme qui répond aux besoins des défis des PME qui souhaitent se lancer dans un premier projet en intelligence artificielle. Activation IA va permettre d'initier et de pitcher un projet. Numeria va être là pour structurer un cas d'usage et aller jusqu'à l'analyse préalable des données en vue d'un dépôt de projet et d'une offre de service. 3 axes à Numeria. Un premier axe qui est l'exploration et la structuration des cas d'usage. Donc, on en a parlé un petit peu. On va ici identifier un cas d'usage, vous aider à structurer ce cas d'usage et prioriser les différents cas d'usage que vous pourriez avoir en intelligence artificielle par rapport à votre business, par rapport à vos enjeux financiers et techniques et par rapport à ce qui est possible de faire techniquement. Deuxième axe de mentorat personnalisé. Ici, c'est un axe qui va être mis en place pour faire du mentorat one-to-one, 1 à 1, avec un de nos experts au CRIM sur différentes problématiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, du MLOps, de la vision, du texte, de la parole. Et on va mettre en place une première heure avec notre responsable de programme pour définir vos besoins et voir quels sont les programmes les plus adaptés pour vous permettre de monter en compétences techniques. Dernier axe, analyse préalable des données. Donc, c'est un axe qui va se compléter souvent avec le premier axe, explorer et structurer votre cas d'usage. Ici, on va prendre vos données et faire une analyse qualitative, quantitative de ces données en vue d'un dépôt d'un projet, vous dire si effectivement, est-ce que vos données sont fiables, légitimes pour démarrer un projet, est-ce qu'elles vont être manquantes, est-ce que c'est risqué de démarrer un projet comme ça. Donc, vous faire vraiment une analyse préalable à toutes ces données et s'assurer que vous puissiez démarrer un projet dans les meilleures conditions. Je précise que ces 3 axes qui sont complètement indépendants.
Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions par rapport à ce programme spécifique. On arrive en fin de présentation. Je vais laisser un petit temps de questions ici. Si vous avez si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à discuter directement dans le chat Q&R sur le côté. Bon, je pense qu'on a dit, on a tout dit, messieurs. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de questions. Quoi qu'il arrive, on reste disponible si vous voulez nous contacter par courriel ou par message. N'hésitez pas à scanner le formulaire pour en savoir plus si vous voulez parler de nos projets. Je suis ravi d'avoir pu animer ce formulaire avec mes deux collègues d'Ivado et du Prima aujourd'hui. Ça a été apprécié. N'hésitez pas à vous inscrire si vous avez des questions et si vous souhaitez déposer un projet au 15 avril. On vous recontactera dans les meilleurs délais. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Messieurs, si vous voulez ajouter un petit mot pour terminer. Non, écoutez, je vous remercie d'avoir organisé ce webinaire et puis n'hésitez pas à venir nous contacter, soit Ivado, soit Prima. Ça fera un plaisir de vous aider à monter un dossier solide pour pouvoir avoir un succès dans le financement. De même, merci également de nous avoir invités au webinaire et puis on reste disponible pour vous aider justement à monter les projets pour cet appel ou plus probablement pour le prochain, vu le temps qui reste. C'est un plaisir de collaborer avec vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.